Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Le ministre des Finances et du Budget à l'Assemblée nationale ce lundi, face aux députés, Mamadou Moustapha Ba a expliqué les contours de la loi des finances et du budget de l'État, un dispositif pas très connu des populations. Ils sont aussi engagés pour notre bien-être. Les soldats du nettoiement, la Société nationale de gestion des déchets solides, SONAGED, s'est mobilisée pour rendre la capitale propre après les tensions. Les équipes ont pour l'occasion reçu le soutien du Premier ministre Amadou Ba, d'autres ministres, mais aussi des populations. Également dans l'actualité, l'érosion côtière à Palmarin et Jiffer. Ces localités ont perdu des centaines de mètres de plage et de palmeraies en cause notamment le réchauffement climatique. Vous le verrez. Et puis, on connaît la liste des 26 joueurs qui vont disputer les matchs du Sénégal contre le Brésil et le Bénin. Pas de nouveauté, mais une absence de taille. La non-convocation du gardien but Edouard Mendy. Le président de la République a pris part ce lundi à une réunion virtuelle du groupe africain de médiation entre l'Ukraine et la Russie. Il regroupe 7 pays africains avec l'appui de la Fondation Brazzaville. La mission devrait se rendre durant ce mois dans ces deux pays. L'objectif est d'offrir les bons offices du continent pour aider à la désescalade et éviter un dérapage. Compte rendu à Aboubakry Kane. Une réunion par visioconférence consacrant des préparatifs et une concertation pour le groupe africain de médiation entre l'Ukraine et la Russie. Un groupe composé de l'Afrique du Sud, du Congo, de l'Égypte, de l'Ouganda, du Sénégal et de la Zambie, auxquels se sont ajoutées les îles Comores qui assurent la présidence en exercice de l'Union africaine avec l'appui de la Fondation Brazzaville. Tous les deux ont également dit qu'ils sont disposés à engager les négociations pour trouver les voies et moyens de mettre un terme à ce conflit entre eux. Dans son intervention, le président Macky Sall a rappelé ses actions en tant que président en exercice de l'Union africaine et alerté sur les risques de dérapage. Nous avons eu à recevoir le président Zelensky avec le bureau de l'Union africaine qui a été élargi. Nous avons aussi eu des échanges avec le président Poutine, ainsi qu'un voyage à Sochi au mois de juin de l'année dernière. Ça fait exactement 1 an et 3 jours. Et nous avons suivi depuis les effets de cette crise. Pour la démarche à adopter, le chef de l'État a mis l'accent sur une approche équilibrée. Je voudrais souligner le caractère global de cette guerre en Ukraine et les risques de dérapage que nous craignons tous. Il serait donc souhaitable que l'Afrique, à travers cette initiative, puisse avoir une approche réaliste, une approche pragmatique également, mais surtout une approche équilibrée. Le conflit a fini de menacer la paix mondiale. La guerre affecte l'Afrique et déstabilise l'approvisionnement, notamment en engrais et en produits pétrochimiques. Nous sommes conscients de l'impact négatif de l'instabilité et ses effets néfastes sur le développement de nos pays. Nous avons intérêt effectivement à intervenir pour essayer d'apporter une solution parce qu'on sait que cette guerre a impacté le monde entier et surtout notre économie, l'économie africaine. L'objectif est d'offrir les bons offices de l'Afrique pour aider à la désescalade et éviter un dérapage de ce conflit majeur qui constitue une sérieuse menace à la paix et à la sécurité internationale. Nous devons jouer notre partition. Nous pouvons aider au moins à amener les deux parties à dire quelles sont les conditions minimales acceptables pour chacune pour engager un dégel, voire un cessez-le-feu, ou en tout cas des négociations futures. Nous pourrons essayer de bâtir un menu de discussion avec les deux parties. Une mission à travers laquelle le continent apporte sa contribution pour des négociations sérieuses et sincères. Un pas important pour instaurer un climat de confiance en faveur du chemin qui mène à la paix.
Et suite aux récentes manifestations qui ont secoué Dakar, la ville, vous l'avez vu, est insalubre. La SONAGED a mobilisé ses moyens humains et logistiques pour nettoyer la capitale. Les équipes étaient à Pikine, Diamaguène-Mbao, Médina et aux Parcelles Assainies. Le Premier ministre Amadou Ba et les ministres de tutelle étaient à leur côté pour encourager le travail à Ramdao. Les soldats de la salubrité pour redorer le visage balafré de Dakar. À la tombée de la nuit, au petit matin, comme en plein jour, les agents de la SONAGED ont travaillé sans arrêt ce week-end, aidés dans la tâche par des jeunes des quartiers où ils sont passés, Pikine, Diamaguène, Sicap Mbao, Niary Tally, HLM, Parcelles Assainies. Nous avons pu mobiliser à peu près 1 millier de jeunes qui sont des agents du programme Réunoï, mais aussi des anciens de l'UCG. Et nous sommes aussi contents d'avoir eu une adhésion populaire autour de cette initiative parce qu'en plus de ce millier de jeunes, nous avons eu à peu près 800 autres jeunes issus des quartiers de la zone de Parcelles Assainies qui sont venus nous appuyer dans cet exercice. Et de manière spontanée, on a constaté aussi un engouement des populations environnantes. Le compte rendu est fait au Premier ministre, descendu sur le terrain inopinément. Il fallait constater et encourager ce travail nécessaire à la reprise des activités. Donc nous avons aujourd'hui pu lancer ce programme de remise à niveau qui a nécessité la mobilisation d'engins importants parce qu'il faut savoir que depuis quelques jours, il y a eu une interruption du système de nettoiement. Donc beaucoup de dépôts se sont constitués dans les quartiers. C'est donc l'occasion de lancer même un message aux populations pour leur dire que notre standard téléphonique 202 123 est disponible pour qu'ils puissent nous signaler les dysfonctionnements qu'il y a eu dans le système de collecte. Donc nous sommes très contents, Monsieur le Premier ministre, de vos encouragements et nous sommes engagés pour accompagner un tout petit peu cette mise à niveau. Le Premier ministre n'est pas venu seul, c'est en compagnie des ministres de l'Urbanisme et de la Jeunesse qu'il est allé au contact de travailleurs, agréablement surpris. Je suis passé spontanément pour faire le contrôle, pour voir un peu est-ce que les instructions qui ont été données sont appliquées sur le terrain. Et je dois constater avec le ministre que ces instructions sont correctement appliquées. Donc je tenais vraiment à vous féliciter au nom du chef de l'État. C'est vrai qu'on a connu une situation très difficile. C'est l'occasion pour nous de les regretter, de les condamner, de prier pour le repos de l'âme des personnes qui ont perdu leur vie. L'État est debout, l'État continuera de maintenir l'ordre tout en étant ouvert au dialogue. Le président a appelé à un dialogue qui nous devons nous retrouver et échanger, parler du pays, mais dans le cadre du respect des lois et règlements qui régissent notre pays. Les Dakarois ont pu renouer ce lundi avec un cadre de vie plus sain. Les balais et pelles mécaniques de la SONAGED sont passés par là. Le travail se poursuit pour une capitale débarrassée de ces tas d'immondices. Et après les tensions de ces derniers jours, la police nationale a fait le point face à la presse ce dimanche. Elle a dressé un bilan, 16 pertes en vies humaines, 500 personnes arrêtées, de nombreux dégâts matériels. Elle qui a rassuré les populations, les invite à collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Ibrahim Andang pour le compte-rendu. Devant la presse, la police nationale apporte des éclaircissements, une mise au point sur la situation qui prévaut dans le pays. Au cours des derniers jours, nous avons malheureusement enregistré les éléments suivants. Un total de 16 décès, dont un survenu hier soir. De nombreux blessés et des dommages matériels ont été enregistrés. Nous présentons nos sincères condoléances aux familles éplorées qui ont perdu des proches. Nous souhaitons un prompt rétablissement aux personnes blessées lors de ces événements. Nous exprimons aussi toute notre solidarité envers les individus et les communautés affectées par ces troubles. Les personnes appréhendées au cours de ces événements sont principalement des individus armés et dangereux. À ce jour, 500 individus ont été interpellés. Parmi les personnes arrêtées, nous avons enregistré également des mineurs et des personnes de nationalité étrangère. La majorité de ces personnes arrêtées étaient en possession de cocktails Molotov, d'armes blanches, d'armes à feu de gros calibre. Les forces de sécurité ont fait face à des manifestants violents
qui ne cherchent pas à exprimer des opinions, mais qui sont plutôt engagés dans des activités subversives. Les actions notées ont visé des infrastructures essentielles de l'État, telles que les usines de production d'eau et d'électricité, les transports publics, ainsi que des domiciles, des commerces et banques. L'objectif de ces attaques est de perturber l'activité économique du pays et d'instaurer un climat de terreur parmi nos concitoyens. À titre d'exemple, le fonctionnaire de police qui a été pris à partie par les manifestants est un officier de police qui a refusé d'utiliser son arme quand il s'est rendu compte qu'il était en face de mineurs, alors qu'il était dans les conditions légales de se défendre conformément à la loi. C'est lui aussi qui, dans un dernier acte d'héroïsme et de bravoure, a demandé à ses collaborateurs de le laisser sur place. Nous lui souhaitons prompt rétablissement. Nous appelons tous les citoyens à rester vigilants. Nous exprimons notre gratitude envers les Sénégalais qui collaborent déjà étroitement avec les forces de défense et de sécurité pour assurer la tranquillité et la quiétude de nos concitoyens et protéger la République. Nous les encourageons aussi à signaler toute activité suspecte ou toute présence inhabituelle aux forces de sécurité sur les numéros 17 pour la police nationale et 123 pour la gendarmerie nationale. Seules certaines zones ont été affectées sur le plan économique dans les deux régions que sont Dakar et Ziguinchor. Actuellement, la situation est maîtrisée. La situation est revenue au calme et à la tranquillité. La police nationale est déterminée à assurer la sécurité des personnes et des biens et à faire respecter l'ordre public. C'est avec des images à l'appui que la police nationale s'adresse à la presse. Ce sont des images qui montrent des personnes détentrices d'armes à feu. Et on a bien fait tout à l'heure de préciser qu'il s'agit bien évidemment d'armes de guerre, détenues parfois par des profanes, qui peuvent, de par la non-maîtrise de l'arme, commettre des faits dommageables. De l'autre côté aussi, on a vu des personnes détentrices, bien évidemment, d'armes de guerre, mais dont la manière de manier ces armes atteste à suffisance qu'il s'agit de personnes rompues à la tâche. Et ça, c'est suffisamment révélateur de ce qui a été révélé tout à l'heure dans le cadre des propos de M. le directeur de la sécurité publique, attestant de la présence de personnes qui soient mues par des intérêts autres que l'expression des opinions. Donc c'est le lieu pour nous d'attirer l'attention de tout un chacun, d'appeler à plus de vigilance, d'appeler également à plus de prudence, mais également d'appeler à plus de sens de responsabilité dans l'implication de tout un chacun par la dénonciation de ces faits à la police, à la gendarmerie, bref, aux forces de défense et de sécurité. Je disais tout à l'heure que les forces de défense et de sécurité sont les collaborateurs de la population. Si nous sommes là, c'est parce que la population est là. Donc nos missions, de jour comme de nuit, s'inscrivent à faire en sorte que les délinquants soient mis hors d'état de nuire, mais également que les honnêtes citoyens puissent vaquer tranquillement à leurs occupations. Mais la police à elle seule ne peut réussir cette mission. C'est pourquoi nous en appelons au sens des responsabilités et aux réflexes sécuritaires qui doivent être de mise dans ce contexte pour dénoncer les actes qui semblent poser des questions de sécurité dans les quartiers à la police pour qu'on puisse intervenir et faire le travail de sorte à les mettre hors d'état de nuire. Donc encore une fois, la police nationale réitère son engagement ferme à préserver l'ordre public et la paix sociale, mais encore une fois, cette préservation passe inéluctablement par bien évidemment la population, c'est-à-dire de par son implication. Alors, la police nationale le fait dans sa zone de compétence,
mais bien évidemment, la gendarmerie nationale le fait dans sa zone de compétence. Nous avons une collaboration franche qui permet aujourd'hui de pouvoir nous mouvoir sur le terrain en parfaite harmonie, en parfaite collaboration, et tout ça pour le bien de l'ensemble de la population. Le message est donc clair. Les autorités appellent à la vigilance et à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. À présent, nous faisons lecture de ce communiqué de la coordination du dialogue national dès le lendemain de son lancement par le président de la République le mercredi 31 mai 2023, jeudi 1er juin, le vendredi 2 juin, le samedi 3 juin et le dimanche 4 juin. Les mesures pratiques relatives à son déroulement ont été précises. C'est ainsi que pour les 9 commissions du dialogue, le choix des présidents a été fait avec la reconduction de ceux qui occupaient déjà cette position, comme l'avait recommandé le président Macky Sall. Le général Mamadou Niang, décédé, a été remplacé par le professeur Babacar Kanté, premier vice-président. Les rapporteurs de chacune des 9 commissions ont été désignés. Par ailleurs, les parties prenantes au dialogue ont été invitées à envoyer à la coordination du dialogue national leurs idées et propositions en ce qui concerne les termes de référence TDR. Il faut préciser que les 9 commissions sont composées de personnalités hommes et femmes selon des quotas consensuels par les parties prenantes au dialogue. Et à partir de ce lundi 5 juin, un calendrier précis sera élaboré, remis neuf aux commissions de dialogue national pour l'effectivité de leurs travaux dans les délais impartis. Fait à Dakar le 5 juin 2023, Moustapha Niasse, coordonnateur du dialogue national, aux représentants du président de la République. Je vous le disais dans les titres, le ministre des Finances et du Budget s'est livré devant l'Assemblée nationale à un exercice de redevabilité, de transparence budgétaire et financière, une manière pour l'autorité d'expliquer les contours de la loi des finances et du budget. L'objectif est de mieux faire comprendre l'exécution du budget de l'État du Sénégal, souvent méconnu du public. Mariam Biramba. C'est un face-à-face assez inédit entre l'argentier de l'État et les députés. L'objectif est d'expliquer les conditions de mobilisation, d'orientation et d'exécution du budget de l'État, lequel est encadré par un dispositif réglementaire et légal, dont la loi de règlement. L'article 5 de la loi organique relative aux lois de finances dispose que la loi de règlement, qui a valeur de loi de finances, constate les résultats de chaque année civile et rend compte de l'exécution du budget ainsi que de l'utilisation des crédits. De manière plus précise, la loi de règlement arrête le montant définitif des encaissements de recettes et des paiements de dépenses ainsi que le résultat budgétaire qui en résulte. L'activation de la loi de règlement conditionne l'exécution du budget, qui à son tour répond à un processus particulier. Le projet de loi de règlement est accompagné 1. du compte administratif de l'ordonnateur, du compte général de l'administration des finances et depuis l'avènement des budgets programmes, des rapports annuels de performance par programme, rendant compte de leur gestion et de leurs résultats, et du rapport de la Cour des comptes sur l'exécution des lois de finances et de la déclaration générale de conformité. Malgré la difficulté et l'ampleur de la tâche, le Sénégal a réussi le pari depuis 2016, je dis bien depuis 2016, de produire et d'adopter en Conseil des ministres les projets de loi de règlement dans les délais prescrits. Le Sénégal a réalisé des performances en matière d'élaboration et d'adoption des lois de règlement par le Parlement, là où la plupart des pays ont décidé d'adopter une loi d'amnistie. Le Sénégal a pris l'option de mettre en œuvre un plan d'appurement accéléré validé en rapport avec la Cour des comptes et le Parlement.
Le HCCT aux collectivités territoriales a procédé ce lundi à l'audition de la présidente de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives à Marie Colsec, mais pas que. D'autres responsables du secteur pétrogazier ont également été entendus. Amadou Diallo. Ressources naturelles et gouvernance des territoires, c'est le thème qui a rythmé cette deuxième session ordinaire du Haut Conseil des collectivités territoriales. Les ressources extractives et l'équité territoriale ont été au centre des débats, mais aussi et surtout la transparence. C'est pour ça que nous avons régulièrement à présenter les données annuelles en ce qui concerne le secteur des mines, du gaz ou du pétrole, dans un rapport qui nous permet de passer en revue les revenus, mais également nous passer en revue ce qui est apporté à l'État du Sénégal en termes de participation budgétaire, par exemple. Nous avons également, dans ce rapport, à parler de tout ce qui a trait au contenu local, à l'emploi, à tout ce qui est aussi environnement. Les honorables hauts conseils ont discuté de palettes de sujets autour des ressources naturelles, d'autant plus que le Sénégal compte bientôt exploiter son pétrole et son gaz. Les populations, les femmes, les jeunes, mais également dans certaines zones, les pêcheurs. À Guetnar, les pêcheurs sont inquiets. Ils se disent qu'est-ce qu'on va faire s'il y a cette plateforme pétrolière en offshore qui nous empêcherait éventuellement d'avoir du poisson. Il faut expliquer tout ça et leur dire quelles sont les propositions, qu'est-ce qu'ils voudraient voir, etc., etc. Donc c'est dire que c'est ces échanges que nous avons eus et nous avons parlé aussi de tout le cadre juridique qu'il y a autour des ressources naturelles. Les missions de transparence et de redevabilité de l'ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives du Sénégal, ont été bien expliquées au Haut Conseil. Notre pays fait office de bon élève et de leader africain dans le respect des normes de l'ITIE. Partons maintenant à Kaffrine, où Promoville réalise des travaux structurants dans la commune de Birkilane. Un tronçon long de 1,5 km est en cours de construction. L'infrastructure va faciliter la mobilité urbaine, l'écoulement des eaux de pluie et le trafic de marchandises. Claire Diop. Sur ces croquis présentés à la délégation, le projet de modernisation de la commune de Birkilane par Promoville. Sur le terrain, le taux d'exécution des travaux est estimé à environ 40%, 600 millions de francs CFA, l'enveloppe dégagée pour la réalisation d'un tronçon de 1,5 km de route. Ici, nous constatons avec satisfaction que les travaux sont assez avancés et ces travaux ont démarré il n'y a pas longtemps, mais on a un bon taux d'exécution qui est autour de 40%. Alors il faut le rappeler, Birkilane, nous avions prévu de réaliser dans une première étape environ 1,3 km qui vont impacter le centre-ville principalement et qui vont se faire sur 3 tronçons. Alors nous sommes actuellement au niveau de la couche de base et il est prévu que d'ici la fin de l'année, que ces travaux puissent se finaliser. À terme, ces réalisations auront un impact réel sur la vie des populations, au-delà de l'amélioration de la mobilité urbaine. Une satisfaction totale, globale, à tout niveau. Parce que quand même, ce chantier est assez significatif pour la commune de Birkilane. On l'attendait depuis très longtemps et nous pensons avoir 7 km. Et on va démarrer avec peut-être 1,5 km et ensuite il y aura une continuité. En termes de taux d'exécution, vu le démarrage qui a été effectué, on a démarré en 2023, je pense que l'entreprise a fait beaucoup d'efforts pour qu'on puisse avancer rapidement sur ces travaux. Donc c'est une satisfaction, mais encore, il faut qu'on puisse les sensibiliser pour que davantage ils puissent aller plus vite. Parce qu'on a l'hivernage qui se pointe et il faudrait qu'on fasse tout ce qui est nécessaire pour que, en tout cas, l'essentiel des travaux qui puissent assurer le drainage des eaux pluviales puissent être réalisés avant l'hivernage ou en cours de l'hivernage et que des dispositions conservatoires puissent être prises pendant l'hivernage pour que ces travaux ne causent aucun désagrément aux populations. À Birkilane, ces routes dites de l'avenir vont aussi faciliter l'écoulement de la production agricole. Promoville, dans sa démarche, veut impulser le développement local dans ces zones d'intervention, un système de suivi environnemental et social pour accompagner les bénéficiaires. Le rythme de progression est jugé satisfaisant. Les bénéficiaires vont être soulagés, notamment avec l'hivernage qui approche à grands pas.
On s'intéresse maintenant à la campagne agricole 2023. L'État, vous le savez, accompagne les spécialistes en termes d'intrants et de matériel agricole. Illustration à Matam, où la Direction régionale de développement rural, DRDR, est au chevet des producteurs qui s'impatientent. Ibrahima Pabidjedjou. À Matam, l'heure est toujours à l'attente des intrants et du matériel agricole. Mais il ne devrait pas tarder à venir, assure le DRDR. Parce que c'est en bonne voie. Et on a l'espoir quand même de recevoir ces notifications-là et le planning de mise en place au plus tard lundi ou la semaine à venir, Inch'Allah. La subvention, bon, je crois que c'est chaque année, hein, c'est un conseil interministériel que le Premier ministre même et même le ministre de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire, M. Aly Ngouille Ndiaye, est revenu largement pour expliquer ces 100 milliards que l'État quand même a voulu mettre à la disposition du ministère de l'Agriculture, de l'équipement rural. Quantité d'intrants en général vont augmenter. Et en termes de coûts aussi, ça va diminuer. Parce que si on prend l'exemple de l'urée, le sac de l'urée l'année passée, c'était à 18 750. Mais cette année, ça va coûter 12 500. Donc il y a une baisse considérable du coût de l'engrais. Et ça, c'est des efforts que le gouvernement est en train de mettre en place pour soutenir et accompagner les petits producteurs. Du côté des producteurs, cet accompagnement est déjà bien salué, même s'ils attendent toujours de voir sa concrétisation. On sait que depuis que le président de la République est là, il est en train de faire des efforts considérables pour aider les producteurs. Si vous voyez toutes ces machines qui sont là, tout ça, c'est avec lui. Au début, on travaillait avec la main, mais actuellement, on travaille avec des tracteurs et des moissonneuses-batteuses. Bon, maintenant, quand même ce matériel-là, ça reste encore. Si on pouvait nous augmenter des tracteurs et des moissonneuses-batteuses, même les tracteurs aussi, ça manque, quelquefois. Donc, vraiment, nous, ce qu'on souhaite, avec l'arrivée de ces subventions, les engrais vont baisser, le prix des engrais va baisser, et on va augmenter aussi le matériel agricole, pour nous aider vraiment à aller très vite. Tant que nous n'arrivons pas à faire 2 campagnes, on risque toujours d'avoir des problèmes. Nous, on applaudit. Maintenant, nous, ce qu'on demande, tout ce qu'on est en train de faire avec ça, c'est 100 milliards pour associer les organisations des producteurs. En attendant d'y voir plus clair, les producteurs font avec ce qu'ils ont entre les mains. C'est le cas de ces paysans venus récupérer leurs machines de pompage. Ils sont gratuitement mis à leur disposition par l'État du Sénégal via la SAED de Matam. Vous savez, ici à Matam, les pluies ne sont pas régulières. Parfois, ça tarde à venir. Ces machines, nous pouvons les utiliser si jamais les premières pluies ne viennent pas à temps. Et dès qu'elles commenceront à tomber, nous pouvons arrêter de les utiliser. Nous remercions l'État pour ces machines de pompage et aussi pour les subventions annoncées de cette campagne agricole qui se pointe. Mais nous avons hâte de voir la concrétisation de ces subventions. Dans la région de Matam, la campagne agricole 2023 se prépare bien. L'ensemble des acteurs sont invités à prendre toutes les dispositions afin de démarrer cette campagne à temps, le respect du calendrier culturel étant une des conditions pour obtenir de meilleurs rendements agricoles. Et pendant ce temps, un phénomène hante le sommeil des habitants de Palmarin et de Differ. Il s'agit de l'érosion côtière. Ces localités ont perdu plusieurs centaines de mètres de plage et de palmeraies. Un désastre environnemental causé par le réchauffement climatique combiné aux actions de l'homme. Ibrahima Ndong. Le décor en dit long sur la situation catastrophique qui règne dans ce village de Palmarin. Des images qui renseignent à suffisance sur l'avancée progressive de la mer. Ici, l'érosion côtière ne cesse de dicter sa loi aux grandes dames des populations. Regard désorienté, plongé dans un univers de désespoir. Devant le Grand Bleu, des maisons complètement rasées, détruites par les flots. Le vieux sec n'en croit pas toujours ses yeux. Ce chef de village se souvient encore du temps où une forêt dense de palmiers constituée de rideaux entre la mer et les habitations.
À l'époque, il y a eu des champs cultivables. Il y a eu même des bergers qui conduisaient des troupeaux au niveau du village. Maintenant, c'est au large. Et pendant toute une journée, sans se voir. On pouvait conduire au moins 3 ou 4 troupeaux, passer tout au long de la savane sans pourtant se voir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a la mer. Il n'y a plus rien. Mon champ, moi je te parle en connaissance de proche. Nous avions des champs ici à Dayam. Tout est parti en haute mer. C'est au large maintenant. Plus de 500 mètres déjà engloutis par l'érosion côtière. Le vieux Sar a déjà soufflé ses 60 bougies, mais il a encore la mémoire fraîche. L'époque où le visiteur avait forcément droit à une belle vue. Depuis 1967, passé à l'âge de mon entrée à l'école, avant, on sortait du village pour aller à la mer, on courait. On passait la forêt. Après la forêt, il y avait une stance que les femmes faisaient la transformation des poissons et les pirogues, il y avait des places. C'est la mort dans l'âme que ce natif de Palmarin nous raconte dans les moindres détails les différentes installations d'alors qui étaient sur place. Ici, à 50 mètres, il y avait un bâtiment, une terrasse de blé sec. La mer là en paix, tout. Même quand tu vois ici jusqu'à Gounouman, il y a des bâtiments que le maire a fait. Il y avait une forêt de cocotiers. Parce que si vous venez, si vous étiez à Joal, pour regarder ici à Palmarin, ce que tu vois sont des cocotiers. Oui. C'était ça, parce qu'il y avait une chanson qui a dit Dua la vela, oretanga nyam koko fana, yerozingola. Ça dit, l'avant Palmarin était belle. Quand tu viens, tu mangeais du coco et tu buvais du palme du vin. Du vin de palme. Une chanson qui n'est plus d'actualité, domptée par le dictat du Grand Bleu. Mais une question taraude encore les esprits. Qu'est-ce qui est à l'origine d'une telle situation? C'est dû à l'exploitation du titane. Pendant presque 20 ans d'exploitation, de 1948 vers les années de 1948 à 1968, voyez-vous, il y a l'exploitation du titane ici à Palmarin. Il y avait l'usine de Differ, la raffinerie à Differ, installée à Differ. Il y a eu des maisons, des logements des ouvriers. Il y a eu les techniciens là-bas à Splet. Il y a Differ où la grande maison était installée. La raffinerie. Voyez-vous, alors je dirais que la côte a été menacée par les colons. Mais difficile pour le moment d'identifier l'usine qui exploitait le titane avant les indépendances. Le titane, justement, il sert à fabriquer des réacteurs dans les raffineries car il résiste beaucoup au dioxyde de carbone et au sulfure d'hydrogène. Les militaires emploient aussi largement le titane dans les blindages. Les conséquences de cette exploitation sont énormes. Cette école construite à l'aube des indépendances est en train de faire ses adieux. Ça risque de partir d'ici peu de temps, ça disparaîtra. Bon, si ça va avec une lanterne, ça va disparaître tout de suite. C'est l'école où nous avons fréquenté nous-mêmes. Voilà, c'est l'école de Palmarin Gallo, la première école. Et construite en 1962, l'école. Sur la petite côte, le phénomène est réel et visible un peu partout. Differ. Nous sommes à 10 km de Palmarin. Ici, l'on découvre une situation presque similaire. Si aujourd'hui Differ résiste jusqu'à présent, c'est en partie lié à deux facteurs. Les fondements de l'usine d'alors et la maison de M. Gaye. Nous sollicitons de l'aide. Cependant, l'ouverture d'une brèche en 1986 va accélérer le phénomène. Le 7 décembre 1986, le fil bonne. Depuis l'ouverture de cette brèche, le phénomène de l'érosion côtière s'est beaucoup accentué. Au début, c'était 20 mètres, mais maintenant, la brèche avoisine les 9 km, avec son lot de conséquences. 8 km, 7. À Differ, cette maison est citée en exemple. Elle joue un rôle de bouclier et empêche du coup la progression de la mer.
C'est une maison qui porte les empreintes d'un guide religieux. Avec ses disciples, il s'organise avec les moyens du bord et fait tout pour freiner l'avancée de la mer. Ma maison est trop menacée par l'érosion côtière. C'est pourquoi j'ai engagé des travaux avec mes disciples pour faire des travaux de protection. Nous demandons le soutien de l'État pour faire face à ce phénomène. Differ risque d'être rayé de la carte si rien n'est fait. Mais pour combien de temps cette solution va durer? La commune de Joal, elle aussi, n'est pas épargnée par le phénomène. L'hôtel de la plage ne tient presque plus. Un véritable baromètre pour avoir une idée sur le danger. La situation est catastrophique, je peux dire, parce que là où nous sommes, c'est l'hôtel de la plage. À partir de là, jusque là, à côté, en face de moi, ça fait presque plus de 400 mètres. Parce que l'hôtel de la plage avait déjà même une autre plage avant l'hôtel de la plage, et toute cette plage a disparu. Et ça fait même pas 5 ans qu'on a fait des réunions dans ces locaux et de l'hôtel de la plage qui n'était pas comme ça. Donc petit à petit, il est en train de grignoter le littoral de Joal-Fadiouth qui fait 20 km 700 de Ngazobil à Palmarin. Le regard dans le rétroviseur nous renseigne davantage sur la menace qui pèse sur la petite côte. Les filaos qui ont été implantés ici il y a 40 ans sont aujourd'hui au milieu de la mer. Effectivement, de l'autre côté derrière moi, c'est en 81 avec l'ancien président Abdou Diouf qui avait même lancé les reboisements de filaos pour un peu freiner l'érosion côtière. Et tous ces filaos sont en plein mer maintenant. Tous ces filaos, moi j'ai eu à les reboiser ces 5-6 dernières années. Je reboise presque chaque année. J'essaie de limiter les dégâts par rapport à ça, surtout au niveau de la mangrove, parce que j'ai reboisé avec les populations plus de 500 hectares de mangrove reboisés ces 10 dernières années. Donc on essaie de faire des reboisements pour arrêter non seulement le taux de salinité, mais aussi pour arrêter l'érosion côtière. Des solutions provisoires qui ne peuvent pas résister à l'avancée de la mer. L'impact du changement climatique est aussi passé par là. L'impact du changement climatique par le fait que, disons, l'augmentation de la température de l'eau marine, la fonte des glaciers au nord fait que l'océan augmente de volume et se déverse sur les côtes. Ce faisant, on ne peut avoir qu'une, disons, une appréciation naturelle du phénomène. À côté de cette appréciation naturelle, il y a aussi une action anthropique. Où il va falloir considérer ce que nous, les humains, nous avons fait avec nos installations côtières jusqu'ici et qui font que le phénomène s'accélère de plus en plus. D'où l'urgence d'agir avec des solutions durables. L'objectif est clair, sauver toutes les localités concernées par ce phénomène sur la petite côte, à l'image du village de Palmarin. Actuellement, la situation va de mal en pis. Conséquence, l'avenir de ce village est dans une bouteille d'encre. Espérons que les prières de la Vierge Marie seront exaucées pour sauver Palmarin et ses environs. L'érosion côtière sur la petite côte, un dossier signé Ibrahim Mandang. Pèlerinage maintenant au lieu saint de l'islam. Le départ, c'est pour bientôt. L'aéroport international Blaise Diagne est prêt pour accueillir les pèlerins. La délégation générale au pèlerinage a effectué ce lundi un test de dispositif d'accueil et de départ. Mamadou Sakiné. Le 8 juin prochain, le premier vol des pèlerins quitte Dakar pour l'Arabie Saoudite. À l'aéroport international Blaise Diagne, tout est fin prêt pour un meilleur accueil. Chariots en nombre, box d'enregistrement avec le dispositif nécessaire, restaurant, salle de prière, aucun détail n'est négligé. Tout est fin prêt. Je parle sous le contrôle de la délégation générale. Donc nous avons un grand parking qui pourra accueillir les pèlerins avec leurs accompagnants. Donc à partir de ce parking-là, les bagages seront débarqués et des chariots sont mis à leur disposition. Donc pour pouvoir acheminer les bagages vers le chapiteau où se trouve la zone d'attente. Donc c'est la toute première étape. La deuxième étape se passe sous le chapiteau. Il y aura 2 zones. Il y aura une zone exclusivement dédiée aux pèlerins et une zone dédiée aux accompagnants.
Donc au niveau de cette zone-là, nous aurons la restauration, nous aurons tout ce qui est Sécubac, donc l'emballage des bagages, donc c'est un service que nous mettons à leur disposition. Nous aurons aussi les sociétés de téléphonie, donc qui opèrent pour tous ceux qui voudraient acheter de la connexion, des puces et autres. Nous aurons les acteurs qui travaillent pour le pèlerinage, principalement la délégation générale au pèlerinage. Donc nous aurons aussi la santé, donc, qui sera présente. Nous aurons aussi une zone de change. Il y aura ensuite les formalités d'enregistrement avant l'acheminement des pèlerins vers l'avion à bord de ces bus. La délégation générale au pèlerinage est satisfaite du travail de l'AS gestionnaire de l'aéroport. Nous avons tenu 4 à 5 réunions avec les autorités de l'aéroport pour prendre ces dispositions-là que nous venons. Nous venons aujourd'hui pour effectivement vérifier la mise en place du matériel, mais la mise en place aussi de tout ce qui a été décidé en réunion avec eux. Et avec tous les services, nous avons pu constater avec vous que les dispositions matérielles sont déjà prises pour permettre aux pèlerins de venir ici, d'être accueillis, mais aussi d'être traités dans de bonnes conditions. Le dernier vol aller est prévu entre le 21 et 22 juin. Le quota du Sénégal pour le pèlerinage 2023 est de 12 860 pèlerins. Les 11 000 sont attribués au privé et le reste sera convoyé par l'État. Les chocs climatiques, la crise du Covid-19 ou encore la guerre en Ukraine ont eu des impacts réels sur la sécurité alimentaire, notamment au Sénégal. Comment maintenant trouver des alternatives pour une meilleure alimentation? Le concours culinaire sur la transformation des produits locaux tente de trouver une réponse. Cette initiative des Nations Unies regroupe des femmes issues des 14 régions du Sénégal qui revisitent, vous allez le voir, nos plats traditionnels. L'étape de Thiès, c'est avec Fatimata Banelba. Du tchéboudienne à base de maïs, du fognon au poulet ou encore du ngourban conditionné, de délicieux mets à haute valeur nutritive à base de produits du terroir présentés par ces braves dames transformatrices. Le produit que j'ai amené s'appelle ngourban ou bien lakou bissap en tout cas. C'est composé de sankhal de mil, de gerte noflay, de ketchup, de bissap en poudre, de crevettes, de netetou en poudre, d'oignons en poudre et c'est très nutritif. Comme on la prépare les tchéboudienne, notre plat national, on fait l'échange du maïs. C'est riche en vitamines et c'est facile à digérer. C'est bon pour les enfants, pour les mamans et pour les mamies aussi. Devant l'esplanade de la promenade des Thiessois, elles sont 14 candidates issues des différentes régions du Sénégal qui ont dignement représenté leurs localités respectives. Elles sont sélectionnées sur la base d'un certain nombre de critères prédéfinis. L'élément alternatif au blé, n'est-ce pas, est un critère que nous releverons. Il y a aussi la prise en compte des enfants de 6 à 23 mois, mais aussi la diversité des produits. Le deuxième critère s'articule autour du choix judicieux des ingrédients. Le troisième critère, c'est l'utilisation équilibrée des composants. Le quatrième s'articule autour de l'hygiène. Pour les 3 premiers, ces lauréats devaient recevoir pour un premier lot un moulin décortiqueur, un broyeur et un moulinex. Ensuite, le deuxième lot doit recevoir un moulin broyeur, un mixeur, batteur et une micro-ondes four. Maintenant, celui qui sera classé 3e va recevoir une mallette et une décortiqueuse. Cette grande manifestation pour la promotion et le développement du riche patrimoine culinaire sénégalais se veut une alternative au blé importé et difficilement accessible depuis la crise ukrainienne. L'art culinaire local et la promotion des produits locaux semblent être les seuls choix qui s'offrent aux populations pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Le système des Nations Unies a mobilisé quelques milliers de dollars, et ce n'est pas beaucoup, c'est 250 000 dollars, du Fonds des objectifs de développement durable en 2022, pour apporter sa contribution à la situation préoccupante de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sénégal. Ce concours culinaire initié par les organismes des Nations Unies a vu l'implication et l'engagement du directeur régional du développement rural des RDR de Thiès et des partenaires comme l'ADPME. L'ADPME, son ancêtre, c'est la SONEPI, la Société nationale de promotion industrielle. Son objectif, c'est de faire en sorte d'industrialiser les entreprises. Et nos femmes, on le voit, quelles que soient les régions, ont la volonté, les compétences, les capacités de pouvoir transformer les produits locaux et surtout de faire en sorte que l'on produise davantage. Ce qui est le plus important, c'est d'accompagner les acteurs qui sont dans la chaîne de valeur de la transformation de ces produits-là, pour qu'au final, qu'on puisse déjà les mettre en exergue
voire les plus méritantes d'entre elles, pour en faire des modèles. Et pour une transformation de masse des produits et l'accès à une nourriture saine et équilibrée, ces braves dames plaident pour l'accès facile au financement, à des équipements de qualité et une bonne matière première. Et selon les critères prédéfinis, la représentante de la région de Thiès a gagné le premier prix de ce concours culinaire sur la transformation des produits locaux. En sport, football, la LUCC a publié ce vendredi la liste des 26 joueurs convoqués pour les 2 prochains matchs des Lions du Sénégal face au Bénin et au Brésil. Pas de nouveauté, seulement une absence de taille avec la non-convocation d'Edouard Mendy, avec aussi quelques retours. Ibrahim Mbop. En lieu et place d'une conférence de presse classique, Aliou Cissé a fait une déclaration à cause des tensions politiques. 3 Lions font leur retour dans la tanière après avoir raté le dernier regroupement. Il s'agit d'Abdou Diallo, d'Ismaïla Sarr et de Nicolas Jackson. Pour le reste, c'est la continuité. Sur ces 2 rencontres-là, en tout cas, j'ai voulu conserver le noyau de cette équipe-là, l'ossature de cette équipe-là, dans la mesure où ils ont vécu quand même des saisons très difficiles, très compliquées. Et je crois que c'est dans ces périodes-là aussi qu'il faut remobiliser cette équipe-là. Le Sénégal fera face au Bénin le 17 juin à Cotonou dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Après, les Lions vont enchaîner avec un match amical contre le Brésil le 20 à Lisbonne. 2 rencontres pour tourner l'effectif et donner du temps de jeu à certains. Et il était important, si vous voulez, sur ces rencontres-là, où on dit, entre guillemets, il n'y a pas de grands enjeux, de pouvoir justement, au sein de ce groupe-là, pouvoir donner la possibilité à d'autres garçons de pouvoir revenir et surtout de pouvoir jouer et montrer justement ce dont ils sont capables. Comme lors de la date FIFA du mois de mars, les champions d'Afrique des moins de 20 ans sont laissés en rade. Ils vont devoir patienter avant d'honorer une première sélection avec l'équipe A. Il ne faut pas se leurrer. On est conscient aussi que être champion à 20 ans, c'est très bien, il faut continuer. Mais je veux dire, ce qui est important aussi, c'est d'être champion avec l'équipe senior. Pour ça, il faut travailler. Ils ont une marge de progression. Rien n'est encore fait pour eux. C'est pas parce qu'on est champion d'Afrique que forcément on sera professionnel. Ça aussi, je pense que nous, techniciens, il faut qu'on revienne et qu'on touche le doigt sur ça. Mais nous sommes conscients du potentiel que le Sénégal a aujourd'hui. Et petit à petit, les meilleurs d'entre eux, bien sûr, arriveront avec l'équipe nationale du Sénégal. Le regroupement des Lions démarre ce 7 juin. Et toujours dans l'actualité sportive, Karim Benzema va quitter le Real Madrid après 14 ans de bons et loyaux services. Benzema est arrivé chez les Merengues en 2009 avec la Maison Blanche. Il a remporté 25 titres dont 5 Ligues des Champions et le trophée du Ballon d'Or France Football. Karim Benzema, âgé de 35 ans, fait partie des légendes du Real Madrid. Il pourrait signer dans un club saoudien dans les prochains jours, selon la presse espagnole. Et avant de nous quitter, je vais vous faire lecture de ce communiqué de la coordination du dialogue national dès le lendemain de son lancement par le président de la République le mercredi 31 mai 2023, jeudi 1er juin, le vendredi 2 juin et le samedi 3 juin et le dimanche 4 juin. Les mesures pratiques relatives à son déroulement ont été prises. C'est ainsi que pour les 9 commissions du dialogue, le choix des présidents a été fait avec la reconduction de ceux qui occupaient déjà cette position, comme l'avait recommandé le président Macky Sall. Le général Mamadou Niang, décédé, a été remplacé par le professeur Babacar Kanté, premier vice-président. Les rapporteurs de chacune des 9 commissions ont été désignés. Par ailleurs, les parties prenantes au dialogue ont été invitées à envoyer à la coordination du dialogue national leurs idées et propositions en ce qui concerne les termes de référence TDR. Il faut préciser que les 9 commissions sont composées de personnalités, hommes et femmes, selon des quotas consensuels par les parties prenantes au dialogue. Et à partir de ce lundi 5 juin, un calendrier précis sera élaboré et remis aux 9 commissions au dialogue national pour l'effectivité de leurs travaux dans les délais impartis. Fait à Dakar le 5 juin 2023 par Moustapha Niasse, coordonnateur du dialogue national, aux représentants du président de la République. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. L'information revient à 23h pour l'édition du soir. À tout à l'heure.